Bonjour à tous et merci de suivre en notre compagnie cette nouvelle édition de votre magazine d'information, La Rétro. L'année scolaire 2023-2024 est définitivement sur les rails depuis le 4 septembre dernier. Sur l'ensemble du territoire national, l'école a repris droit de cité. Les cours ont effectivement démarré sous l'œil attentif de la communauté éducative et des autorités descendues sur le terrain. Mais sur le tableau noir de cette nouvelle rentrée, des revendications refont surface pour décrier une énième fois les conditions de vie et de travail du personnel enseignant. À côté de cela, des voix s'élèvent également pour critiquer le système éducatif actuel, jugé inadapté au contexte et aux besoins du Cameroun. Notre invité du jour fait partie de ceux qui portent la voix de ces cris de détresse. Roger Kafo-Foko est un syndicaliste de conviction, secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, en abrégé SNAES. Il est des nôtres ce dimanche. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer toute la communauté éducative et souhaiter une bonne rentrée scolaire 2023-2024 à tous les acteurs de notre système éducatif. Sur ce plateau, ce dimanche, vous êtes le porte-voix de cette communauté-là, précisément du personnel enseignant, syndicaliste. Vous êtes d'entrée de jeu, peut-être pour vous mettre en condition. C'est qu'il y a peu de temps, un mouvement a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit du mouvement On a trop supporté, OTS, d'entrée de jeu. Est-ce qu'on peut savoir quels sont vos rapports, vous, le SNAES, avec le mouvement OTS? Oui, c'est une question qui revient d'ailleurs tout le temps. Elle est récurrente et je vais profiter de votre plateau pour dire que OTS, c'est un mouvement qui porte les revendications et les aspirations des enseignants, peut-être pas de la même manière que les syndicats, mais les contenus étant exactement les mêmes. On pourra remarquer que depuis l'apparition de ce mouvement, aucun syndicat n'a critiqué OTS, aucun syndicat n'a estimé que les revendications de OTS n'étaient pas fondées. Et donc, nous restons jusqu'aujourd'hui sur la même ligne. Nous pensons que beaucoup de ces revendications sont fondées, peut-être pas toujours bien formulées, mais le corps enseignant dans son ensemble a mal à son métier. Et depuis des années, et je crois que l'irruption de OTS dans le paysage de la revendication exprime la perception des enseignants par rapport déjà à la manière dont les syndicats sont traités par le gouvernement. Les enseignants ont l'impression que les syndicats ne sont pas suffisamment écoutés. Et ils ont également l'impression qu'on ne s'exprime pas toujours librement. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi un mode de revendication qui est à la limite informel. Ils ont préféré aller dans l'informel tout en restant membres des syndicats, parce que beaucoup de ces enseignants qui revendiquent se retrouvent dans tous les syndicats. Et donc, nous voulons leur dire que les syndicats sont à l'écoute et que les syndicats sont prêts à les accompagner pour que les revendications des enseignants se fassent plus efficacement, de manière plus coordonnée, et que tout le monde se sente impliqué dans cette œuvre-là qui est un travail collectif. Donc on peut s'attendre peut-être à un front commun entre les syndicalistes et le mouvement OTS. En tout cas, les syndicats appellent de leur vœu cette mise en commun des efforts qui ne s'est pas encore formalisée jusqu'ici. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense qu'ils sont tous des acteurs de la cause de l'éducation et de la cause de l'enseignement.
On vous permet de prendre votre premier verre d'eau. Le temps pour nous de marquer cette petite pause. Le coup d'œil dans le rétroviseur. Vous connaissez les rubriques de cette émission. Il s'agit principalement de prendre les actualités fortes, en tout cas la première partie de ces cadors en matière d'information qui ont marqué la semaine. Et puisque nous sommes dans la mouvance de la rentrée scolaire, on va prendre le pouls du lancement le 4 septembre dernier, cette semaine de cette rentrée 2023-2024 et on se retrouve juste derrière. En rang devant le mât, les élèves de l'école primaire publique d'Etoudi, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, prennent part à la toute première cérémonie de levée des couleurs de l'année scolaire. Les retardataires, eux, vivent à l'écart l'exécution de l'hymne national en langue locale. Rentrée scolaire rime avec retour des embouteillages, quelques coups de pédale et nous voici au lycée bilingue d'Emana. Dans cette classe de 6e, la première leçon est consacrée au cours d'art plastique. Devant le bureau de l'économe, plusieurs parents s'acquittent des frais exigibles. La première partie de ce jour de rentrée se déroule sereinement. Nous décidons de finir ce premier jour de classe avec les tout-petits de la maternelle du groupe scolaire bilingue Les Petits Génies qui retrouvent la douceur des bras de papa ou maman. Premier jour laborieux pour les enseignants. À la maternelle, c'est pas toujours facile. On confond les gamelles, on confond les sacs. L'inquiétude de la matinée fait place à la satisfaction chez les parents. Pour la plus petite, ça n'a pas été évident. Elle a tellement pleuré. Mais ce soir, je la trouve très calme et tout. Je pense qu'elle commence à s'adapter. Face au stress d'une rentrée scolaire sans rentrée d'argent, les parents ont tout de même envoyé les enfants à l'école. Il n'y a aucune honte à débuter l'année scolaire avec une tenue et un sac vétuste ou encore des anciens cahiers. Beaucoup parmi ceux qui ont réussi dans la vie ont démarré l'année scolaire dans ces conditions. Première cérémonie de levée de couleurs de l'année, toute particulière dans cet établissement scolaire de la Mefoué à Famba. Élèves et autorités administratives avec en tête le gouverneur de la région du centre exécutent en chœur l'hymne national avant de se rendre dans les salles de classe. Les tout-petits de la maternelle accueillent en premier Narseri Paul Béa et sa suite, le temps d'une leçon de morale. Un peu plus loin chez leurs aînés du secondaire, le patron de la région passe en revue les ateliers de maçonnerie et couture entre autres. Dans la salle d'informatique du lycée d'Obala, le patron de la région se rassure que le fichier rentrée scolaire affiche téléchargé. Bonjour mes enfants, asseyez-vous. À l'école publique de la même ville, le gouverneur de la région du centre offre du matériel de salubrité et autres kits didactiques. De quoi permettre de passer une année scolaire à l'image du démarrage de ce 4 septembre. Nous avons veillé, nous avons contrôlé et nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Et notre message pour les enseignants, c'est qu'ils continuent. L'État est en train de prendre toutes les mesures pour que les choses se passent bien. Narseri Paul Béa et sa suite ont fait le tour d'une demi-dizaine d'établissements scolaires publics et privés, de la Mefoué à Famba et de la Lekié. Encore sous le choc, Sandrine indique l'endroit où une moto transportant 4 personnes, dont le chauffeur et 3 élèves en route pour le lycée de Mbala 2, est rentrée en collision avec un véhicule ce 5 septembre 2023. J'ai suivi un grand bruit. Quand je me suis retournée, j'ai vu une moto déjà à terre avec 3 élèves gravement blessés et le sang qui coulait de partout. Surcharge, mauvais dépassement, vitesse et moto, tous les ingrédients pour occasionner un accident réunis. Il était à vive allure. Il a d'abord doublé un taxi. On avait ouvert la portière et il s'est retrouvé en 3e position
face à une voiture qui montait. Et le gars de la moto est venu percuter la voiture. Heureusement pour les victimes, Sandrine va mettre en application sa formation d'infirmière pour stabiliser l'état des victimes. J'ai pris être en position latérale de sécurité. J'ai pris son pouls. De chance pour moi, j'ai trouvé une ampoule d'adrénaline que je lui ai faite en IM. Au lendemain de cet accident ce mardi, la surcharge et la vitesse poursuivent paisiblement leur chemin ici au lycée d'Onkoletone. Conducteurs et élèves passagers minimisent le danger. Bien conduit, bien conduit. Et vous, ce n'est pas dangereux. Viens monter toi aussi si tu veux. À 3, 4, 5 ou 6 sur une moto à tombeau ouvert, les commerçants vivent ce spectacle dangereux au quotidien. Quand il y aura catastrophe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est grave. En ce début d'année scolaire, les riverains en appellent à une intervention sérieuse des forces de l'ordre pour éviter des fins tragiques. Si les policiers peuvent les arrêter, ils peuvent descendre les élèves, pour récupérer les motos, comme ça, prochain, on ne peut plus faire ça. Une intervention des pouvoirs publics s'impose pour protéger la vie de ces jeunes élèves, pour la plupart aveugles, face aux dangers qui les guettent. Plateau, nous sommes toujours en compagnie de Roger Kafo-Fokou, le secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Réaction, peut-être en guise de réaction, pouvez-vous nous dire, les membres du syndicat, ce sont des enseignants, ils ont également vécu cette rentrée. Alors comment est-ce qu'ils ont vécu cette rentrée 2023-2024? C'était stressant? Oui, c'est un événement qui chaque année est extrêmement délicat, à la fois pour le personnel d'encadrement des établissements, à la fois pour les parents, pour les élèves. Et cette année n'a pas échappé à cette habitude. Il faut dire que d'ailleurs au fil des ans, la situation semble se corser. Parce que ce n'est un secret pour personne, les citoyens aujourd'hui ont du mal à boucler les fins de mois et cela se répercute forcément sur les rentrées scolaires en termes déjà d'équipement des enfants, en termes de déplacement pour les enseignants qui travaillent dans les zones rurales. Je voudrais profiter d'ailleurs de l'occasion pour saluer tous ces enseignants qui opèrent dans des zones extrêmement enclavées et qui se battent tous les jours pour que l'éducation et le service public de l'éducation couvrent l'ensemble du territoire. Je saisis l'occasion pour attirer l'attention des parents parce que, en fait, ces situations qu'on trouve plus généralement dans les villes qui exposent la plupart des élèves à des dangers qu'ils courent du fait d'un mode de transport qui n'est pas toujours adapté à nos villes aujourd'hui parce que nous avons des rues étroites, des rues crevassées et puis on a des conducteurs de moto qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas appris à conduire, qui n'apprécient pas le sens du danger. Je pense que c'est aux parents de faire vraiment leur travail, sensibiliser leurs enfants, leur faire comprendre que si le droit à l'éducation est un droit fondamental, il ne doit pas occulter le droit à la vie. Nous avons besoin que ces enfants vivent et ensuite qu'ils s'éduquent et ça pour nous c'est très important. Je ne vais pas ne pas évoquer la situation de ces zones difficiles où l'école en cette rentrée a connu des tragédies. Je parle du Nozo, où il est extrêmement difficile aujourd'hui d'assurer un service de l'éducation à cause de la situation de guerre qui y prévaut. Et donc, c'est extrêmement choquant de voir que l'éducation peut devenir otage des conflits politiques et que les enseignants dans ces zones-là se font tuer. On a eu 2 directeurs d'école qui ont été froidement assassinés. Beaucoup d'établissements dans ces zones-là qui essayent d'ouvrir. C'est quelque chose que nous encourageons tous, mettre en même temps en situation de très grand risque
et le personnel enseignant, le personnel d'encadrement et les enfants même qui viennent à l'école. Et on devrait tous avoir une pensée sérieuse pour toutes ces zones-là, que ce soit dans le Nozo ou dans l'extrême nord, le Mayo de Sanaga, ces zones où Boko Haram s'est installé durablement. Ce qui nous amène à évoquer la condition générale de l'enseignant camerounais quelques jours après le début de cette autre rentrée. Vous diriez une rentrée de plus, sans plus. Comment se porte l'enseignant camerounais actuellement? L'enseignant camerounais, on peut dire qu'il survit dans son métier. Et ce n'est pas une bonne chose parce que le métier d'enseignant est un métier délicat. Les enseignants travaillent sur des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on dit que l'enseignement est un humanisme. Lorsqu'on regarde la situation de l'enseignant camerounais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est réduit à réclamer son dû, avant même de revendiquer ses droits. Parce qu'en fait, il y a deux situations qu'il faut clarifier. La situation de ces enseignants à qui l'État doit beaucoup d'argent. Heureusement que cette dette de l'État envers les enseignants est en train d'être apurée depuis 2022. Le ministère des Finances a sorti récemment un nouveau plan de paiement des avancements. Mais il faut le dire parce qu'en tant que syndicaliste, nous avons l'obligation de dire la vérité. Nous ne faisons pas de la politique en tant que syndicaliste. Il faut dire que le délai imparti pour apurer cette dette des enseignants est généralement considéré par les enseignants comme trop long. La plupart du temps, on dit que bon, quelqu'un qui a déjà attendu 10-15 ans une créance, si on lui dit d'attendre encore 2 ans pour l'avoir payé, est-ce que c'est trop lui demander? Je dis c'est vrai, mais en même temps, nous sommes devant des enseignants qui estiment que les problèmes sont plus vite résolus dans d'autres secteurs. On dégaine facilement le milliard au Cameroun pour résoudre des problèmes qui, du point de vue des enseignants, ne représentent pas forcément une priorité plus importante que les problèmes que eux ils présentent. Et là, ça pose un problème. En même temps que nous pouvons dire aux enseignants que les plans d'appurement sont en train d'être exécutés, nous devons également dire au gouvernement 2 choses. Premièrement, que ces dettes-là ne se reconstituent pas. Et là, je vais là aborder l'autre face du problème, que ces dettes-là ne se reconstituent pas et que chaque fois qu'il est possible de raccourcir les délais d'appurement, ce sera vu comme un signe de bonne volonté de la part des enseignants. Maintenant, lorsque je dis que ces dettes peuvent se reconstituer, c'est parce qu'en fait, il se trouve que la dette s'est constituée sur le mauvais traitement, la gestion des dossiers des enseignants. Les dossiers de prise et de reprise en charge, les dossiers d'avancement de classe surtout, d'avancement d'échelon, de grade, et que lorsqu'on regarde, le ministre de la fonction publique a promis publiquement qu'il allait résoudre ce problème de l'automatisation du traitement des actes des enseignants, mais nous pouvons affirmer au moment où nous avons cet entretien que cette promesse n'est pas en train d'être tenue. Le MINFOPRA avait promis d'immatriculer les enseignants en 3 mois. Nous constatons que même en 6 mois, le MINFOPRA n'est pas en train de les immatriculer. Et ça pose un problème parce que ça fait accumuler des milliers d'actes. Des milliers d'actes qui en même temps accumulent une nouvelle dette envers les enseignants. Et ça, c'est une situation que les enseignants ne sont pas en train
d'accepter, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on les amène à devenir des Sisyphes modernes, c'est-à-dire qu'ils poussent la pierre jusqu'au sommet de la montagne, elle redescend et il faut la repousser à nouveau. Donc il y a là un travail sérieux à faire. Et alors que toutes ces revendications, qu'elles soient financières, sociales et même administratives, se joignent, on a cette actualité survenue il y a juste quelques jours du côté d'Ayos, où une dizaine d'enseignants a été convoquée devant le commissaire du gouvernement pour répondre. Le motif évoqué, c'est l'absentéisme. Vous pensez que c'est une solution, c'est une décision extrême, que l'autorité administrative sorte le bâton face à ces enseignants qui certainement en ont gros sur le cœur? Je pense que c'est déjà une forme de provocation. Parce qu'en fait, c'est une immixtion incompréhensible de l'administration territoriale dans un domaine qui est encadré et qui a des gestionnaires. Le commissaire de sécurité ou de renseignements généraux n'a pas à convoquer les enseignants pour des problèmes d'absence. Parce qu'en fait, il y a un processus qui existe pour régler ce problème. Et lorsqu'on convoque les enseignants de cette façon-là, à tout le moins, on peut penser qu'il y a une forme on fait de la gestion de l'école une affaire policière. Et ce n'est pas une bonne chose. Normalement, les campus scolaires sont considérés comme des domaines inviolables. Mais on peut les violer de façon symbolique. Et ce que le commissaire fait à Ayos, c'est une violation symbolique de l'espace scolaire. Parce qu'en fait, il saute par-dessus le proviseur, il saute par-dessus le délégué départemental, et il veut régler de façon policière un problème de discipline, alors qu'il y a des instances disciplinaires appropriées pour le faire. Je pense que leur rôle, s'ils veulent aider au bon fonctionnement de l'éducation, dans cette période où nous savons qu'il y a des difficultés de tous ordres, ils peuvent parfaitement le faire dans le cadre de leur métier, c'est-à-dire qu'ils peuvent informer, recueillir les informations sur l'assiduité et la ponctualité des enseignants. Il y a des canaux pour le faire, et informer ceux qui sont attitrés, qui sont habilités à gérer le problème sous l'angle approprié, qui est l'angle disciplinaire. Les enseignants ne sont pas des délinquants de droit public. Quand on les convoque comme ça, c'est un peu comme si ils étaient sortis de l'espace pédagogique et qu'ils avaient posé des actes répréhensibles du point de vue de l'ordre public et du droit public. Et là, ce n'est pas une bonne chose. C'est un abus de pouvoir? Je dirais presque que c'est un abus de pouvoir. Je ne voudrais pas me risquer à qualifier, mais c'est un abus de pouvoir. C'est certainement un acte d'intimidation qui sera mal vécu par les enseignants, beaucoup plus mal vécu d'ailleurs que s'il venait de l'autorité administrative, parce qu'en fait, on aurait encore compris qu'il y a une autorité administrative qui cherche à rencontrer les enseignants, mais même dans ce cas-là, la convocation répond à un ordre du préfet, du sous-préfet, de l'autorité administrative en tout cas. Oui, en tout cas, je veux dire que le préfet ou le sous-préfet peut très bien faire le tour des établissements scolaires, rencontrer les chefs d'établissement et instruire ces chefs d'établissement de convoquer leurs enseignants et de leur demander ce qu'il ne va pas. En tout cas, il y a une procédure. De mettre en branle le canevas habituel. Et il y a une procédure qui existe. Et dans le cas d'espèce, cette procédure-là, il me semble qu'elle n'est pas suivie et qu'au lieu de cette procédure, on a choisi une procédure qui est finalement une méthode d'intimidation qui peut être considérée par les enseignants comme une sorte de provocation. Je dois rappeler qu'il y a de cela 1 ou 2 ans, dans un certain nombre de départements qui ne sont pas dans la région du centre, les sous-préfets
s'était illustré à écrire pour menacer les enseignants. Ça avait été très mal vécu. Nous avons pensé que cette période-là a été révolue. Mais peut-être qu'elle est revenue et qu'elle est désormais devant nous. Je pense que ce serait une bonne chose pour le calme que nous souhaitons tous voir régner dans l'espace scolaire cette année, qu'on mette un peu la pédale douce à ce type de méthode qui relève d'un système qui est purement policier. Alors que cette nouvelle année scolaire démarre avec des problèmes de fond qui sont évoqués notamment par des syndicalistes, il y a des voix qui s'élèvent, notamment la vôtre. Vous avez tenu d'ailleurs récemment une conférence de presse pour relancer, donner un nouveau souffle au projet du Forum national des enseignements comme solution à un certain nombre de revendications. Quels sont les enjeux et les contours de cette requête? Oui, en fait, il faut commencer par rappeler que la revendication d'un Forum national de l'éducation par les syndicats, de façon officielle, date de 2012, dans le cadre d'un comité interministériel qui se tenait au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. De 2012 à aujourd'hui, on voit le temps qui est passé. Et ce temps, on ne peut mieux le comprendre que lorsqu'on sait que les derniers états généraux de l'éducation se sont tenus en 1995, c'est-à-dire environ 28 ans. Aujourd'hui, le Forum national de l'éducation, pour revenir précisément à la question que vous m'avez posée, pour nous a au moins 3 enjeux. Le premier enjeu de ce Forum national de l'éducation est un enjeu politique. Un enjeu politique, pourquoi? Parce que dans un pays comme le Cameroun, qui a 2 sous-systèmes dans un même système, la réforme du système éducatif est forcément un sujet politique. Et elle doit se faire avec l'aval de tous. C'est un problème d'acceptabilité. Parce qu'en fait, nous sommes dans un pays où un certain sous-système, le sous-système anglophone, estime qu'il y a des velléités de phagocytose venant de la part de l'État central. Et donc, les réformes que l'on fait passer de façon administrative dans ce sous-système ne sont pas acceptées. Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis 2012, les syndicats anglophones étaient tous vent debout contre un certain nombre de réformes qui, pour eux, aboutissaient à sacrifier totalement le sous-système anglophone. Et donc, on ne peut pas continuer à faire de manière administrative les réformes de l'éducation parce qu'on va aggraver le problème de l'acceptabilité politique. Donc, le premier enjeu est un enjeu politique. La réforme doit être faite de commun accord avec tous les acteurs, y compris les acteurs politiques, pour que politiquement cette réforme soit acceptée. Le deuxième enjeu de cette réforme pour nous est un enjeu pédagogique. J'ai dit tout à l'heure que on a fait les derniers états généraux d'éducation il y a 28 ans. Le monde a totalement changé depuis 28 ans. On est passé du 20e siècle au 21e siècle. On est passé d'une économie industrielle à une économie de la connaissance. C'est-à-dire que de plus en plus, vous verrez plus les grandes industries telles qu'on les a vues au 20e siècle. Il y a d'ailleurs la ville de Détroit aux États-Unis qui est la capitale de l'automobile et qui symbolise cette économie-là est en crise depuis au moins 15 ans. Et donc, aujourd'hui, on produit et on vend l'intelligence. Et ça, c'est un nouveau modèle qui également a entraîné un nouveau modèle même d'emploi. Le télétravail, avec tout ce que cela comporte. Donc, avec tous ces changements-là, nous avons continué à mettre en place et à implémenter un système éducatif qui a été élaboré au XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Le troisième enjeu pour nous est un enjeu, je dirais, technique. J'ai parlé tout à l'heure de réforme administrative. Mais nous parlons d'un système éducatif. Un système, c'est un ensemble dans lequel tout se tient.
quand on touche un élément du système, il faut réajuster les autres éléments du système. Et donc, pour que cette réforme soit efficace, il faut qu'elle soit systémique. Et pour qu'elle soit systémique, il faut qu'elle se fasse dans le cadre d'un forum national. Nous avons, par exemple, depuis quelques années, introduit les approches par compétences. Et ces approches-là, on les a mises en œuvre, on ne les a pas évaluées, mais même si on les évaluait, on aurait vu que ces approches ne sont pas efficaces. Parce que, en fait, c'est un élément du système qui, pour fonctionner, avait besoin qu'on touche au financement de l'éducation, qui est un autre élément du système. Et donc, chaque fois qu'on est dans un système et qu'on commence à changer une pièce ici, une pièce par là, on finit par détruire l'ensemble du système en voulant bien faire. Donc, voilà les 3 enjeux qui, pour nous, devraient faire en sorte que ce soit évident pour le décideur politique camerounais que nous avons vraiment besoin aujourd'hui d'un forum national de l'éducation. Et pourtant, depuis 2012 que la question a été officiellement abordée, le projet piétine. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Où en êtes-vous rendu avec le dialogue avec le gouvernement camerounais? Oui, sur cette question spécifique du forum national de l'éducation, nous pensons que lorsqu'on prend la hiérarchie de l'État, le ministère de l'enseignement supérieur, qui était le maître d'ouvrage, a fini son travail en 2019. Les dossiers du Forum national de l'éducation sont prêts. Les cahiers du forum ont d'ailleurs été élaborés. Il reste seulement à les multiplier. On a en tout 5 cahiers qui vont permettre de faire le forum. Le budget prévisionnel qui a été fait en 2019 représente moins d'1 milliard de francs. Et donc, lorsque nous regardons le niveau de décision de la convocation du Forum national de l'éducation, c'est soit la primature, soit la présidente de la République. Alors, la question que les syndicats se posent, c'est pourquoi avoir fait tous les travaux préliminaires et arriver au niveau où il faut simplement convoquer les membres du Conseil autour des dossiers qui sont déjà prêts. Qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse? Lorsqu'on regarde les enjeux politiques, et je voudrais rappeler que le grand dialogue national a considéré que ce forum pouvait contribuer fortement à la résolution du problème de la crise du Nozo. Et le grand dialogue, c'était, si ma mémoire est bonne, en 2018. Nous sommes aujourd'hui 4-5 ans plus tard. Je ne sais pas si on est en train de mettre en œuvre les résolutions du grand dialogue, mais ce point spécifique qui, de mémoire de tout le monde, a été l'un des points d'allumage de la crise anglophone, de la transformation de cette crise en une guerre. Pourquoi est-ce qu'on estime jusqu'aujourd'hui qu'il n'est toujours pas temps de régler le problème politique de l'éducation que constitue la crise dans le sous-système anglophone, qui en réalité est le pendant d'une autre crise qui est tout aussi profonde dans le sous-système francophone. Donc, ça ne peut pas être un problème de financement, parce que, comme je l'ai dit, on a évalué la tenue du forum à un maximum d'1 milliard de francs. Quand je regarde le paysage camerounais tel qu'il fonctionne, on dépense plusieurs milliards pour des choses qui sont peut-être importantes, mais qui ne justifient pas qu'on ne puisse pas en trouver pour organiser un forum qui permet de repositionner le système éducatif du Cameroun dans le 21e siècle. Est-ce que la tenue de ce forum-là pourrait résoudre les problèmes socio-professionnels actuels des enseignants, mettre fin à des mouvements comme OTS, parce qu'il faut bien des solutions, il faut bien mettre un terme à ces mouvements-là qui perturbent de temps à autre l'enseignement au Cameroun? Voilà, l'un des cahiers du Forum national de l'éducation porte sur les problèmes de gestion de carrière des enseignants. Il y a tout un cahier là-dessus.
Et ce cahier-là, il a été élaboré par le comité interministériel en étroite collaboration avec les syndicats. Si vous ouvrez ce cahier, vous verrez qu'il y a, il y a un relevé quasi systématique et exhaustif des problèmes des enseignants. Alors, nous imaginons que ce qui retient aujourd'hui l'État dans le processus de résolution des problèmes des enseignants peut être le problème financier. Mais le forum a également un cahier spécifique sur le financement de l'éducation qui pourrait permettre de refonder le financement de l'éducation avec l'accord de l'ensemble des acteurs de l'éducation et de la politique au Cameroun. C'est pour ça que nous pensons que, en fait, nous ne comprenons pas pourquoi l'État... Peut-être un exemple concret de financement, comment est-ce que le gouvernement pourrait procéder pour lever ces fonds-là? Oui, regardez, déjà, il faut déjà que politiquement on décide du niveau de du financement de l'éducation par l'État, par les moyens normaux. Parce que on a aujourd'hui des pays qui sont sur la même ligne que le Cameroun, qui financent l'éducation à hauteur de 20-25%, même 30% du budget de l'État. Le Cameroun aujourd'hui est autour de 13,5% du budget. Donc, il faut une volonté politique forte qui s'appuie sur un consensus politique fort pour passer de ces 13% à 20, au moins 20%, qui représente le niveau des engagements que le Cameroun a pris un peu partout au niveau international. Et donc, ce premier financement, rien que ce décalage-là, fait perdre à l'éducation près de 300 milliards de francs par an. Et donc, voilà déjà un premier élément qui pourrait permettre de remettre à flot l'éducation. Le deuxième volet, c'est la gouvernance de l'éducation, qui aujourd'hui est une gouvernance à vue. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous avons suffisamment de boussoles aujourd'hui. Si on revient et on s'assoit, on revisite cette gouvernance-là et qu'on fixe un ensemble de règles de fonctionnement qui permettent, par exemple, que un enseignant qui entre dans la carrière sait exactement le parcours qu'il doit y faire et à quelles conditions il peut faire ce parcours. On va rebooster entièrement le moral du corps enseignant. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui entre dans l'enseignement, il ne sait pas si à la sortie, il aura fait un pas de plus ou pas. Et ça, ce n'est pas motivateur. Donc, voilà peut-être deux exemples. Et lorsque vous insistez sur le financement, nous disons que nous avons, par exemple, au Cameroun, le financement de ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, qui, je ne sais pas si en plus de la CRTV finance un autre média, mais c'est un impôt qui finance une activité qui a d'autres moyens pour se financer. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un impôt de cette nature-là pour financer l'éducation? Nous avons l'impôt foncier qu'on prélève sur tous les fonctionnaires depuis des décennies et qui alimente une caisse dont on ne sait pas très bien à quoi elle sert. Peut-être qu'il y a de bonnes raisons pour prélever cet impôt-là. Et s'il y a de bonnes raisons, ça justifie notre souci. Parce que puisqu'on peut trouver un impôt pour financer une activité pour de bonnes raisons, pourquoi on ne trouve pas un impôt pour financer l'éducation, puisque j'imagine difficilement quelqu'un en train de trouver que ce serait une bonne raison de lever un impôt. Donc il y a beaucoup de moyens de financement. Et au plan international, il y a d'ailleurs une idée nouvelle, innovante, qui est sortie parlant du financement de l'éducation à travers les industries extractives qui s'enrichissent sur nos pays et qui repartent pratiquement
avec l'essentiel de la cagnotte qui tire de notre sous-sol. Dans beaucoup de pays, le débat aujourd'hui, c'est faire en sorte que ces industries, ces entreprises qui font dans l'industrie extractive mettent la main au financement de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est le futur de notre pays et on ne peut pas appauvrir notre sol sans même prendre le plus petit effort, faire le plus petit effort de financer l'éducation de la jeunesse. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de moyens de financement de l'éducation. Et ces moyens-là, ce sont des moyens qui, pour certains, exigent une véritable volonté politique. Et si on mettait en œuvre un forum national de l'éducation au cours duquel l'ensemble des acteurs de l'éducation se mettaient autour d'une table pour décider que voilà ce qui sera désormais le sort de l'éducation dans notre pays. Premièrement, ça ferait que l'éducation redevienne une véritable priorité. Et deuxièmement, ça ferait que les enseignants auraient le sentiment qu'on commence vraiment à les écouter. Et enfin, ça donnerait les moyens de résoudre leurs problèmes. Merci. On espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. On vous permet de prendre une seconde respiration en regardant ces autres actualités qui ont meublé la semaine. La semaine, c'était également des faits divers avec ces disparitions et ces meurtres autour desquels traîne encore flou. On prend cette deuxième partie du round-up de l'actu et on conclut l'émission. À tout à l'heure. Maman Suzanne ne respire plus la maison, elle est attachée, elle est couchée au salon. Venez qu'on ait constaté. Sur le coup de l'émotion, la voix tremble. Difficile narration des événements de cette nuit d'hier, passée dans le tourment du chagrin. 22h, l'enfant m'appelle de la maison-ci pour me dire que maman Philomène, s'il te plaît, viens. Kabé a ouvert la porte, elle a trouvé maman attachée, elle gisait dans le sang ici, viens, c'est comme si elle ne respire plus. Le corps de Suzanne Zamboué, enseignante à l'école normale d'instituteurs de l'enseignement général de Fou, est découvert dans la salle de séjour au quartier Jouvence, à Yaoundé. Ces morceaux de tissu auraient été enlevés de sa bouche. Sur la table à côté, un bout de pain choisi par la défunte à la place du souper. Une lame de rasoir, 2 tire-bouchons, probablement des armes du crime. Dans le corps présente quelques impacts. Il y a un point ici, il y a un autre ici. Il semble qu'il y a d'autres dans la côte, je ne sais pas. On bouge sa tête, c'est le sang qui se verse des nez et de la bouche. L'opération fatale des malfrats a été menée en silence, sans attirer la moindre attention. La victime n'était pourtant pas seule à la maison. Les autres personnes n'ont pas suivi les bruits et ni quoi que ce soit. Parce que Gaëlle a dit qu'elle est rentrée, elle était très fatiguée, elle n'a même pas mangé. Elle mangeait à la véranda. Maman mangeait à la véranda, c'est ce que Gaëlle a dit. La gendarmerie, encore dans l'amorce de l'enquête, soupçonne un cambriolage mal tourné. La défunte était épouse du coordonnateur des activités du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Pascal Zamboué, en séjour carcéral, condamné à 7 ans de prison à la suite des marches de protestation de septembre 2020, organisées par son parti. Sa femme lui a pourtant rendu visite hier. Elle est revenue à Pranto il y a quelques jours des vacances, passées auprès de ses enfants en Europe. Mais 1000 questions fusent autour de ce malheur. Serait-il la conséquence d'un cambriolage, un règlement de compte ou un mauvais coup politique? Il sort tout droit du cachot aux couleurs d'un commissaire de police. Mais c'est un faux. La tenue et les attributs qu'il arbore, ce présumé malfaiteur les a chippés chez son bailleur. Quand il nettoyait sa voiture, il y avait une clé qu'il y avait à la maison seulement comme ça. J'ai essayé d'ouvrir les portières là, ça a ouvert les portières là. C'est là où j'ai pris ça les porter. Là démarre sa nouvelle vie. Sous une fausse casquette. Un atout de séduction pour lui. Je sortais une petite fille là, seulement pour lui montrer que non, je suis policier. Il se la coulait douce jusqu'à la nuit du 20 au 30 août dernier. Il était environ 1h30 lorsque l'une des patrouilles du commissariat du 16e arrondissement de Yaoundé tombe nez à nez sur ce hors-la-loi.
Certains détails ont attiré l'attention de la patrouille. Le fait qu'il n'ait pas de macaron sur lui, il avait au pied une paire de sandales. On l'a conduit à l'unité et son exploitation a permis qu'on puisse découvrir certaines choses qu'il avait faites auparavant. Les victimes de ce jeune homme ont de suite débarqué au poste, chacun avec son lot de plaintes. Certains auraient même reçu des menaces de sa part, puisque le monsieur avait sur lui un poignard qu'il n'hésitait pas à brandir ou à s'en servir. Une belle trappe, ça suscite des encouragements de la hiérarchie. Au moment où la police veut toujours gagner la confiance des populations et que cette patrouille découvre qu'il y a quelqu'un qui se sert de nos uniformes pour agresser les citoyens, pour les abuser, je ne peux qu'être fier de mes équipes et les encourager à aller de l'avant. Le jeune homme, âgé de 24 ans, est désormais entre les mains de la justice. Les faits à lui reprocher: usurpation de titre, usurpation d'uniforme, port illégal d'une arme blanche et préparatifs dangereux. De grâce, remettez-nous nos enfants. Impossible pour ce parent de contenir ses émotions. 9 jours après la disparition de Roland Victor Paco, 30 ans. Ingénieur génie civil, contrôleur qualité. Depuis 16 mois sur le chantier du barrage hydroélectrique de Natigal. Et Laurent Niana Mbom, 20 ans. Et en stage académique depuis le 1er août dernier sur ce même projet, les familles restent dans l'impasse. Là où nous sommes, nous ne savons pas où se trouvent nos enfants. Et là-bas, aucune personne ne peut vous répondre. Nous sommes il y a 9 jours avec une seule tenue. Avec un sentiment fort jusqu'à présent de retrouver nos enfants vivants. Au cours d'une conférence de presse ce 7 septembre à Yaoundé, ces familles relèvent un certain nombre de manquements observés pendant et après ce malheureux incident du 30 août. La négligence est au centre de toute cette affaire-là. Ne marchons pas les mots, disons-le simplement, clairement et avec toutes les énergies. Le bateau, c'est une petite chaloupe, une racaille qui a eu des soucis samedi parce que ses enfants seraient partis, qui a eu des soucis mardi. Si ces gens sont morts, c'est parce qu'il n'y a même pas, si les gens là ne voient pas, c'est parce qu'ils n'ont même pas eu de chaloupe. Depuis cet accident justement, les 2 familles restent dans le tourment. Dans un communiqué du 6 septembre, l'entreprise en question fait savoir que d'importants moyens matériels ont été engagés sans interruption. Le collectif de parents attristés conteste. C'est le mensonge pur et simple. Lui qui était le premier, il a même été très très difficile pour lui. Sinon, il ne serait pas allé dans les villages négocier avec des villageois. Les parents des victimes jusqu'à ce jour disent n'avoir pas pu voir les rescapés. Nous avons demandé à voir les rescapés. Jamais on les a fait voir jusqu'à cette date. Il y a eu consigne que personne ne doit nous donner un renseignement. Je ne sais même pas la position de la chambre de mon fils. On nous dit seulement que les 2 chambres seraient opposées. Le temps passe et rien ne filtre. Ce collectif de parents attristés appelle à l'aide. J'appelle la conscience gouvernementale. La CCN, dans ce même communiqué, annonce que les recherches se poursuivent activement et que malgré les moyens déployés, le travail est extrêmement difficile en raison de la configuration du site. En attendant de voir clair sur la situation de leurs enfants, les parents attristés se consolent avec ces souvenirs en message. Lui qui m'a posté ça, que papa, je vais en mer. Et si vous lisez là à côté, sa sœur a répondu: bravo au constructeur du 237. Roger Kafo, réaction peut-être à cette actualité fait diversière? Oui, c'est une réaction particulièrement choquée parce que on a l'impression que les formes d'insécurité pour le citoyen ordinaire, parce qu'en fait, il faut bien préciser qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'État est en train de manquer à l'un de ses devoirs régaliens, qui est d'assurer la sécurité du citoyen. Et cette insécurité multiforme-là commence à saturer complètement le quotidien des Camerounais, que ce soit les accidents de la circulation qui sont le fait de la mauvaise tenue des routes, que ce soit les accidents d'agression qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de nos villes
Les villages sont devenus des lieux d'insécurité extrêmement élevés. Vous prenez l'espace scolaire même aujourd'hui, qui est devenu une sorte de Far West, où le plus fort impose sa loi, où les trafics de toute nature, et on sait que les trafics vont avec la violence. Et donc c'est choquant de voir tout ça et de dire que en fait l'État, malgré tout l'appareil policier dont il dispose, semble avoir d'autres soucis que d'assurer la sécurité des Camerounais. Parce qu'en fait, on est dans un État qui, sur le plan de la gestion des associations, des organisations de la société civile, des partis politiques, montre qu'il dispose d'un appareil sécuritaire extrêmement performant. Mais pour la sécurité ordinaire du Camerounais commun de la rue, on a l'impression que rien ne se fait. Et ça, c'est extrêmement choquant. Vous l'avez dit, peut-être une impression, parce qu'il y a aussi des coûts qui sont gagnants pour les forces de sécurité camerounaises et où des hors-la-loi sont mis hors d'état de nuit. Pour revenir à la question du Forum national des enseignements, Roger Kafo, est-ce que c'est la panacée aux problèmes que rencontre l'enseignement camerounais, l'appareil éducatif camerounais, que ce soit dans les zones reculées, dans les zones en proie aux problèmes sécuritaires et autres? Est-ce qu'un forum national des enseignements serait une mesure durable pour résoudre ce genre de problème? Un forum national de l'éducation ne peut pas être considéré comme une panacée, mais ça peut être considéré comme une étape cruciale dans la mise en œuvre des solutions qui peuvent changer l'éducation. Nous ne disons pas qu'une fois le forum fait, l'éducation camerounaise va se retrouver dans un paradis, mais on va reconfigurer l'éducation et lui donner maintenant les moyens de résoudre les problèmes qui vont se présenter au jour le jour. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que cette base-là, qui aurait pu permettre à l'éducation, parce que chaque système, qu'on le veuille ou non, doit au quotidien rencontrer des problèmes et les résoudre. Et le système doit être conçu de manière à pouvoir survivre à ces problèmes. Le système éducatif camerounais aujourd'hui a perdu cette capacité de pouvoir s'auto-réguler de manière efficace. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut revoir le système, le reconfigurer, le doper pour lui permettre d'être à même de faire face aux problèmes, parce que le monde change tous les jours. Et quand un système est fait dans la perspective de pouvoir résoudre des problèmes, avec les moyens de pouvoir résoudre les problèmes, alors les problèmes ne sont plus vraiment des problèmes, parce que les problèmes appellent à l'ingéniosité et aux ressources du système. Et donc nous pensons que c'est ça qui manque à notre système aujourd'hui. Merci pour cette proposition, Roger Kafo. On espère que cette mise à jour pourra effectivement clore le chapitre sombre de l'enseignement camerounais. C'est vous que je remercie et je salue l'excellent travail que tous les médias camerounais, vous en particulier, vous faites pour à la fois faire connaître les problèmes de l'éducation et donner la parole aux acteurs. C'était Roger Kafo Fokou, secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Il était notre invité pour la rétro de ce dimanche. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Merci à vous sur les différentes plateformes numériques de Canal 2 International qui ne manquaient pas ce rendez-vous dominical. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, mais les programmes de Canal 2 International se poursuivent. Prenez soin de vous et bon dimanche.